Et donc, je pense que les docteurs Tanto et Mouton de la PAS, Permanence d'accès aux soins de santé, sont en ligne pour nous présenter donc l'impact de la crise sanitaire sur les populations précaires, adaptation de la PAS mobile. Merci, ils sont tous les deux là. Et donc, après les missions qu'on a vues auprès des étudiants, hein, et on a bien vu la nécessité de se déplacer, hein, c'est l'aller vers. Aller vers la santé des étudiants, ben là, on va aller vers la santé un peu plus somatique, mais j'imagine que les problèmes psychologiques ne manquaient pas non plus. Donc, on va écouter les docteurs Tanto et Mouton, et puis il y aura après donc un espace de 30 minutes hein, pour la discussion et les questions. Donc, merci beaucoup à vous deux pour ce binôme, et on vous écoute. Merci de votre invitation d'abord. Nous nous présentons. Nous sommes, donc, je suis le docteur Tanto et je suis avec mon collègue Pierre Mouton. Nous sommes tous les deux médecins à la PAS du CHU de Bordeaux et nous allons vous présenter donc une présentation sur l'impact de la crise sanitaire sur les personnes en situation de précarité et sur l'adaptation de notre PAS mobile, qui est notre volet en mobilité au sein du service de la PAS. Nous allons faire une présentation à l'oral. Et ouais. Bonjour à tous, du coup, moi je suis Pierre Mouton. Donc, on va recontextualiser un peu rapidement quel est notre service de la PAS, un peu son rôle, ses missions, avant de parler de nos constatations de terrain un peu au travers de la crise sanitaire. Concernant les populations précaires, donc en fait la PAS à l'hôpital, donc c'est un service hospitalier qui se distingue des autres services un peu par le public qu'elle va accueillir. Hein. On accompagne en fait des personnes qui ont des difficultés d'accès aux soins de façon assez large et qui sont finalement confrontées à des situations de précarité. On rencontre donc souvent des situations très complexes qui nécessitent des prises en charge assez globales sur une dimension plutôt biopsychosociale et voilà, pas simplement somatique. C'est un travail qu'on fait en équipe du coup et à travers un réseau partenarial institutionnel et associatif assez riche et qui se doit être facilement sollicitable pour pouvoir en fait répondre facilement et au mieux rapidement, au mieux à toutes les problématiques qu'on va pouvoir rencontrer. Donc le cœur de notre travail principalement, ça va être identifier les vulnérabilités et les freins d'accès aux soins. Et nous, à travers la pandémie du Covid-19, on a constaté que ces vulnérabilités, elles s'étaient majorées pour ces populations. Dès l'entrée de la pandémie, de la crise sanitaire, en fait, il y avait un effort national qui était demandé avec respect de gestes barrières, confinement à domicile, alerte précoce en cas de symptômes évocateurs de coronavirus. Et toutes ces choses, elles étaient plus complexes finalement pour les populations précaires. Par défaut finalement ou raréfaction des moyens qui étaient antérieurement disponibles pour ces populations, favorisant en fait finalement potentiellement un sentiment d'exclusion sociale parce qu'il y avait éventuellement un sentiment subjectif de moindre participation à cet effort national qui était demandé et aussi finalement un sentiment d'abandon. Donc, il a fallu trouver des solutions assez rapidement et qui soient efficaces pour pouvoir leur permettre de participer à cet effort national et surtout les accompagner lors de prise en charge de situations qui peuvent être liées au coronavirus dans un intérêt individuel et aussi dans un intérêt de santé publique. Donc, ce travail a été permis par un partage des différentes actions par différents acteurs médico-sociaux au niveau national et au niveau de Bordeaux Métropole. Et donc, ces acteurs, ils partageaient en fait finalement un but commun qui était de fluidifier et optimiser les prises en charge des populations précaires autour de la question de la pandémie à Covid-19. Donc, on va vous faire une petite présentation en 3 parties. La première, ça concernera en fait un bref rappel des missions de la PAS et de la PAS mobile et leur fonctionnement. Une seconde partie sur la création de l'activité Covid-19 de la PAS mobile. Et enfin, une dernière partie qui va plus parler de nos constatations de terrain et l'impact qu'on a pu observer sur les populations précaires à travers cette crise. Donc, rapidement, la PAS généraliste, PAS, ça veut dire donc permanence d'accès aux soins de santé. Les PAS, elles vont s'inscrire dans une stratégie prioritaire en santé publique et font partie de l'hôpital qui devient en fait un acteur engagé dans la prévention et la lutte contre les exclusions. En fait, plus largement, elles s'inscrivent dans les PRAPS, c'est les programmes régionaux d'accès à la prévention et aux soins.
et eux-mêmes, ils sont développés dans les projets régionaux de santé qui sont menés par les ARS, les agences régionales de santé. Donc, le but des passes, en fait, ça va être d'accueillir, orienter, accompagner, soutenir dans un parcours de santé toutes les personnes en situation de précarité qui pourraient avoir des difficultés pour faire reconnaître leurs droits ou qui ont des difficultés d'accès aux soins, quelle qu'en soit la raison. Et nous, donc, on travaille à identifier ces freins et essayer de trouver des leviers pour remédier à ces situations. Donc, le public que ça concerne, ça va être essentiellement les personnes qui n'ont pas de couverture sociale ou qui pourraient être à non-complétude de droit. Mais ça ne se limite pas à ça. Au niveau des freins, on peut rencontrer aussi des difficultés financières si jamais il y avait des restes à charge pour certaines prises en charge. Un poids du statut administratif qui peut parfois être lourd, notamment pour les personnes en situation irrégulière qui ont une peur des institutions. La barrière de la langue, tout simplement. Une situation sociale qui est perturbée, vécue difficilement par un individu qui va avoir une moindre priorisation en fait, finalement de sa santé au regard de problématiques de vie qui sont plus grandes, hein, comme un accès à des ressources alimentaires ou à un toit. Et une difficulté pour ces populations aussi, compte tenu de leur situation sociale, à concevoir la prévention et la promotion de la santé, qui vont plutôt avoir vis-à-vis de leur santé, une attitude d'immédiateté et de réaction plutôt voilà, de la prévention et faire en sorte d'avoir un bon état de santé de façon générale. Et puis après, plus largement, on peut parler aussi du cercle vicieux, du phénomène d'exclusion et de problématiques du lien, avec un accroissement du sentiment d'isolement, une perte de confiance, d'estime de soi, qui fait qu'on perd de l'intérêt en fait pour sa propre santé et voilà, les prises en charge qui doivent en découler. Donc pour la passe mobile, par contre, voilà, plus précisément pour qui on travaille, donc ça va être une extension de la passe fixe qui est composée d'une équipe voilà, pluridisciplinaire. Hein. Il y a des médecins, des infirmiers, des assistantes sociales et des psychologues. On intervient hors des murs de l'hôpital à travers les mêmes missions que la passe fixe, donc l'accès au droit commun, et on va intégrer une notion d'aller vers. Donc voilà, comme ça a été cité précédemment, hein, l'aller vers, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un changement du rapport entre l'intervenant et le public ciblé. Donc en fait, l'initiation de la relation, elle est faite par l'intervenant qui va se déplacer sur le lieu où se trouve le public ciblé. Donc l'avantage que ça peut avoir, c'est que ça va permettre de mieux appréhender certains freins d'accès aux soins parce qu'on va prendre connaissance du contexte de vie des personnes. Donc voilà, ça va nous permettre d'initier un lien dans la relation thérapeutique et puis d'essayer de rétablir un peu le pouvoir d'agir des personnes, les rendre de nouveau actrices de leur propre santé et les rendre à nouveau capables de faire valoir leurs droits en réimpulsant l'idée que voilà, il faut être acteur de sa propre santé. Voilà, donc l'émission de la passe mobile en sortie, hein, dans cette action d'aller vers, ça va être informer sur le fonctionnement du système de santé et sur les portes d'entrée existantes vers l'accès aux soins. Repérer des personnes qui ont des besoins de prise en charge sociale ou médicale, notamment les personnes qui n'ont pas d'assurance maladie et qui ont besoin de consulter. Faire la promotion de la santé en général en travaillant cette question d'intégration de la santé dans la vie de chacun. Favoriser au mieux l'accès aux droits communs en matière de santé. Orienter au sein du réseau médico-social pour toutes les problématiques pour lesquelles on pourrait être sollicité et pour lesquelles, en fait, c'est très intéressant d'avoir un réseau partenarial et associatif, de bien connaître un peu tout ce maillage qui est disponible pour pouvoir orienter facilement et qu'on puisse apporter des réponses rapides aux personnes et puis un accompagnement finalement assez large. Les publics qu'on va rencontrer, ça va être donc finalement des personnes qui utilisent le réseau associatif et institutionnel autour de la précarité, donc des personnes sans domicile ou qui subissent un mal logement, des personnes qui ont des faibles revenus, qui dépendent du RSA, d'allocations adultes handicapés. Donc ça peut être aussi des personnes qui travaillent, des personnes et des familles qui vivent ou ont vécu un parcours migratoire, des mineurs isolés, des personnes qui sont en errance pour diverses raisons. Des personnes qui ont des reconnaissances de handicap, des pathologies, des suivis psychiatriques, des problématiques d'addiction ou qui sortent du milieu carcéral. Et on rencontre également des personnes qui vivent en squat ou en bidonville, notamment les communautés roms, les roms roumains et les roms bulgares. Et donc, voilà, pour tout ça, notre but principal, ça va être de travailler le retour vers le droit commun.
Voilà, tout ça c'était la présentation du service en pass fixe et en pass mobilité. Maintenant, on va aborder comment on a justement abordé la crise sanitaire avec la passe mobile, quelle a été l'adaptation, l'organisation à ce moment-là et dans les suites. Donc nous, on a retenu quatre grandes étapes. Il y a eu d'abord le grand début avec la première vague de l'épidémie, le premier confinement, où on a créé toute l'activité Covid-19. Comme l'arrivée de cette crise sanitaire a entraîné une nécessité qu'il y ait des équipes mobilisables sur le terrain, disponibles pour traiter ces missions spécifiques. L'enjeu étant de pouvoir assurer un soutien aux populations les plus précaires, qui sont souvent en collectivité. Il fallait donc mettre à disposition de l'information sur la situation en temps réel, des actions de prévention, de l'éducation autour du Covid-19, des distributions de matériel, de masques, de solutions hydroalcooliques, faire des actions de dépistage dans les situations qui nécessitaient, individuelles, collectives, et faire des veilles sanitaires pour les gens qui étaient malades et qui restaient à domicile. Donc rapidement, il y a eu un dispositif national qui a été décrété par le ministère de la Santé et piloté par les ARS et qui a été mis en place, qui s'appelle acronyme EXAM, Équipe sanitaire mobile. Ça a réuni des acteurs de différents dispositifs mobiles qui existaient déjà, qui ont été mis en lien pour articuler toutes leurs actions de lutte contre l'épidémie sur le terrain. Alors à Bordeaux, nous, nos partenaires en dehors de la passe mobile, il y avait avec nous les associations Médecins du Monde, le SAMU social du Prado, la mission Squat de Bordeaux Métropole Médiation, l'équipe mobile psychiatrie précarité et le CEID principalement. L'idée était de réagir notamment aux sollicitations de l'ARS, aux alertes des acteurs de terrain pour intervenir rapidement et de façon adaptée aux cas de Covid rencontrés. Et tous les acteurs géraient l'activité pour laquelle ils possédaient une expérience, ce qui était important pour bien se répartir et être efficace. La PAS et le MPP à ce moment-là étaient plus présentes sur les centres d'hébergement sociaux, par exemple, Médecins du Monde et Bordeaux Métropole Médiation sur les squats et bidonvilles. Le SAMU social et le CEID étaient plus présents en rue avec des personnes en errance. La passe mobile a également participé à la gestion de l'hygiène, du coup des répartitions des personnes et des isolements dans ces centres collectifs. Elle coordonne et elle assure des dépistages élargis dans des structures entières quand c'est nécessaire. À ce moment-là, accompagné de la plateforme Ville-Hôpital du CHU, qui a été un gros soutien, qui était essentiel dans son expertise et dans les moyens humains mis en place. Et en tant que service du CHU et donc un peu de pivot de cette EXAM, la PAS a vu un gros développement de nouvelles activités dès le début de la crise. L'activité en squat et bidonville, ce pas des actions qu'on menait auparavant. Et donc, il y a eu des actions de soins, de prévention, de médiation auprès des personnes malades, des personnes cas contact, faire des dépistages sur place et distribuer les masques, le gel, tout ce qu'on a déjà dit, faire de l'information. Il y avait une activité de veille sanitaire aussi générale, d'identifier des vulnérabilités, et toujours aidé par les acteurs de terrain qui connaissaient mieux le terrain que nous, Médecins du Monde et la mission Squat de Bordeaux Métropole. Il y a eu aussi la mise en place, à ce moment-là, d'un dispositif d'hébergement spécifique. La problématique, une des problématiques principales de s'isoler quand on n'a pas de toit et de domicile, c'est de trouver un moyen de faire rapidement. Donc, il y a eu un centre d'hébergement spécialisé Covid-19 qui a été créé. Et donc, il était possible pour nous de orienter les patients qui étaient volontaires, soumis au consentement, bien sûr, pour s'isoler dans ces structures quand elles ne pouvaient pas le faire là où elles vivaient, là où elles dormaient. Donc, cet endroit accueille des patients dans une chambre individuelle. Il y a un portage des repas assuré par les équipes sur place. Il y a une surveillance paramédicale quotidienne. Il y a une coordination médicale qui y est assurée. Et un avis médical peut être sollicité rapidement. Actuellement, c'est un centre régional sur la région Nouvelle-Aquitaine qui est situé à Bordeaux et qui compte 35 places. Donc, ce centre, il permet de pallier à tous ces défauts de capacité d'isolement strict pour les populations que l'on rencontre à la rue, en squat, dans les collectifs médico-sociaux. Et l'orientation dans ces structures, elle est soumise à évaluation médicale initiale faite par un médecin.
soit la passe mobile ou d'autres structures. Et donc, on a été régulièrement sollicité pour piloter ces orientations par différents acteurs de structures médico-sociales, car la procédure est dépendante d'un échange avec une autorisation de l'ARS. Donc, certains partenaires, des services hospitaliers, d'autres partenaires nous sollicitaient pour appuyer et aider à cette demande. Voilà un petit peu pour grosso modo, la toute première partie de ce qui a été fait sur le premier confinement. À partir de la fin du premier confinement, jusqu'à l'été 2020, il y a eu surtout une participation à des actions de prévention de dépistage en ville, à l'initiation de l'ARS, donc sous des barnums à destination des personnalités, des personnes précaires. À ce moment-là, la PAS et la plateforme Ville-Hôpital du CHU ont coordonné ces actions et ont pu bénéficier du partenariat avec les acteurs médico-sociaux de la précarité que l'on connaissait déjà, le CEID, la CASE, le SAMU social et le CCAS de Bordeaux aussi au niveau des institutions. Et à partir du 10 juillet, la fin de l'équipe sanitaire mobile, enfin la structure officielle, du coup, a mis un petit peu fin à ces activités. Mais une dizaine de jours plus tard, c'est le moment où les cas ont commencé à revenir sur Bordeaux Métropole. On a recommencé à avoir une activité assez forte, cette fois sur le diagnostic, le dépistage, enfin, la prise en charge du Covid-19. Et ensuite, il y a une montée en charge jusqu'à arriver au mois de septembre, où on a eu pas mal de changements. Donc, en septembre, en fait, on était au cœur d'une reprise épidémique assez forte concernant l'épidémie du Covid-19 sur Bordeaux Métropole. Et donc, à ce moment-là, l'ARS a alloué un renfort humain en fait, temporaire au sein de la passe mobile pour pouvoir permettre d'étoffer, ce qui nous a permis en tout cas d'étoffer nos champs d'action pour pouvoir répondre surtout à toutes les demandes qui pouvaient être liées au Covid-19. Donc, les conséquences de ce renfort, c'était donc on a pu poursuivre toutes les actions liées à l'activité du Covid-19 sur les structures d'hébergement médico-sociaux et puis aussi sur les squats et bidonvilles. On a pu surtout poursuivre et renforcer notre activité de médiation sanitaire et sociale sur les squats et bidonvilles. Il faut savoir que sur Bordeaux Métropole, on compte environ, le GIP en tout cas de Bordeaux Métropole recense environ 170 squats, ce qui concernerait environ 3000 à 3500 personnes, donc énormément de besoins concernant éventuellement l'accès aux soins. Et du coup, la conséquence de ce renfort, ça fait qu'on avait beaucoup plus de temps pour pouvoir se déplacer, rencontrer ces populations et faire de la médiation sanitaire et créer du lien auprès de ces populations. On a pu reprendre aussi tout ce qui avait été un peu mis en veille à cause de l'épidémie à Covid-19 et qui était assuré antérieurement par la passe mobile. Donc, c'était essentiellement des permanences de santé dans des structures médico-sociales comme au Resto du Cœur, au Secours catholique ou des choses comme ça. Donc, on a pu reprendre aussi ces actions de médiation sanitaire. Puis on a pu développer des partenariats assez forts avec les autres acteurs et les coordinations avec les autres passes de Bordeaux Métropole. Donc tout ça, ça fait que finalement, au sein de Bordeaux Métropole, on se connaît mieux et dès qu'il y a besoin de solliciter tel ou tel levier, c'est beaucoup plus fluide. Donc l'activité du Covid-19 de septembre à maintenant, finalement, on a dû intervenir sur on a dû avoir environ 80 interventions qui pouvaient être liées au Covid-19 au sein on dirait une vingtaine de structures médico-sociales et d'une dizaine de squats et bidonvilles. Ça a un peu suivi la tendance nationale sur Bordeaux Métropole finalement concernant l'épidémie. Avec une forte augmentation de cas sur la période hivernale et une reprise aussi assez forte au mois d'avril. Puis là, en ce moment, on constate que ça se calme un petit peu. Donc, nos sorties en Covid-19, ça va comprendre des actions d'évaluation médicale et de veille sanitaire. On va identifier les personnes à risque de forme grave. On va faire des actions de dépistage, des rendus de résultats pour les personnes qui n'ont pas de téléphone, qui n'ont pas d'accès à Internet. Donc, une fois qu'on les prélève, il faut retourner leur rendre les résultats et expliquer ce qu'il en découle. Orienter vers des services hospitaliers si jamais c'était nécessaire ou en centre d'hébergement Covid-19. Des opérations de contact tracing
alerter les hébergeurs de structures médico-sociales, voilà, si jamais ils hébergeaient des personnes qui pouvaient être identifiées comme cas contact, alerter les services hospitaliers qui pouvaient accueillir dans la même personne des personnes identifiées comme cas contact ou infectées, notamment on pense souvent aux personnes qui sont dialysées, qui ne peuvent pas remettre leurs soins à plus tard, et il fallait quand même alerter les services compétents. Des relais auprès du département, du GIP de Bordeaux Métropole et de services associatifs pour assurer des soutiens alimentaires par colisage si jamais il y avait des clusters, dans l'espoir de favoriser un isolement strict sur les sites et puis des remontées d'informations auprès des autorités sanitaires. Donc, au-delà de ces interventions physiques, on joue aussi un rôle de plateforme d'appui et de conseil téléphonique auprès de services hospitaliers, de structures médico-sociales, d'associations, voilà, pour pouvoir répondre à toute question qui pourrait être en lien avec le Covid-19. Et puis, voilà, depuis le mois d'avril, il y a une petite nouveauté en tout cas auprès de la Nouvelle-Aquitaine, c'est qu'on avait la possibilité de solliciter des équipes de lutte anti-Covid, des médiateurs de la plateforme territoriale d'appui, qui sont formés, en fait, c'est des équipes qui sont formées au dépistage par test antigénique, et ce qui nous permettait de nous exonérer en fait ce travail lourd de dépistage et nous concentrer davantage sur ce qui est plutôt l'évaluation médicale, repérer des personnes vulnérables, faire des orientations si nécessaire, du diagnostic de situation, des choses comme ça. Donc ça, c'est très confortable pour nous maintenant quand on intervient sur des situations liées au coronavirus, parce que voilà, on s'exonère un peu du travail bête et méchant du dépistage et on peut se concentrer sur des choses un peu plus concrètes. Voilà, donc pour l'activité Covid depuis septembre. Et puis la quatrième un petit peu phase ou dernière particularité, c'est la mise en place de la campagne de vaccination. Et comme toutes les autres problématiques, l'accès à cette vaccination a dû être pensé en tenant compte des freins à l'accès aux soins. Et donc une ligne de vaccination pour le public pass a été mise en place au service à Saint-André depuis avril 2021, une fois par semaine. Et l'appui de la passe mobile, c'est en mobilité d'aller faire des permanences santé, notamment surtout en centre d'hébergement d'urgence, afin d'informer les personnes hébergées de la vaccination, repérer les patients qui y sont éligibles. Maintenant, avec les critères plus de 18 ans, c'est un petit peu moins réduit. Et en accord avec leur consentement, bien sûr, d'organiser leur parcours de vaccin de manière adaptée. Du coup, et puis l'éligibilité sur l'âge, là, est levée depuis le 24 mai, donc ça facilite un petit peu nos démarches à ce niveau-là. Donc, en travaillant conjointement avec le 115, qui gère ces places d'hébergement d'urgence, on essaye d'assurer à minima une place en hébergement autour des vaccinations, jusqu'à quelques jours après la seconde dose vaccinale pour éviter les perdus de vue entre deux doses et permettre aux personnes qui viennent juste d'être vaccinées de pouvoir se reposer en cas d'effets indésirables qui peuvent arriver régulièrement. Et côté squat et bidonville, il y a un travail de repérage d'abord sur les freins, les grosses idées reçues autour de la vaccination qui est en cours d'élaboration. On a beaucoup de remarques et de stops sur la vaccination globalement. Et chaque sortie, en tout cas, est l'occasion d'évoquer le sujet, d'informer, comprendre les représentations de chacun selon la culture. Donc, c'est un travail assez complexe, mais intéressant. Et au sujet de la vaccination, on a essayé de faire une mission test en mobilité dans un centre d'hébergement d'urgence. Il y a eu 24 personnes de vaccinées pour une première dose, parmi environ, on va dire, 8 sur 24 qui auraient probablement pas profité de la vaccination si ça avait été dans des centres ou ailleurs que sur leur lieu d'hébergement. Donc, c'est un dispositif qui est opérant, qui est surtout intéressant, mais c'est très lourdement, très lourd en termes de logistique, d'organisation. D'autant que pour 2/3 des gens, ceux qui sont d'accord pour se faire vacciner ont une bonne adhésion pour aller en centre hospitalier pour faire ça. Donc, c'est pour l'instant pas une action de vaccination mobilité qui est prioritaire. Il y avoir d'abord un essai de vacciner le plus de monde possible sur place et de rattraper dans une seconde vague par des vaccinations en mobilité les gens qui n'auraient pas pu profiter de ça jusqu'à présent. Voilà, pour la vaccination.
Donc à présent, donc on va parler plus concrètement de l'impact qu'on a pu observer, nos constatations de terrain autour de cette pandémie et voilà ce qui était difficile pour les personnes en situation de précarité. En fait, finalement, tout était plus compliqué pour ces populations comparativement à la population générale. Donc, une première part, c'était pour assurer le respect des gestes barrières liés à la promiscuité entre les personnes finalement qui vivent souvent en collectivité ou dans des petits espaces, les foyers 115 qui sont parfois un peu exigus ou les populations qui vivent dans des caravanes. Un défaut d'accès à l'eau et au savon pour se laver les mains finalement régulièrement, un défaut d'accès à des ressources financières pour se munir de masques de protection efficaces, pas de possibilité de lavage correct des vêtements ou des masques en tissu. Défaut d'accès à des méthodes de désinfection pour les surfaces. C'était difficile aussi pour le repérage précoce des cas de Covid-19. Comme on l'a évoqué précédemment, il y a une non-priorisation de la santé pour des problématiques de vie qui sont plus grandes. Et donc, ça peut parfois ralentir des prises en charge médicales. Et il y avait initialement aussi un moindre accès aux tests de dépistage par carence en assurance maladie. Ça portait également sur l'identification rapide des chaînes de transmission par le contact tracing parce que finalement, les personnes qui n'ont pas d'assurance maladie ne pouvaient pas être contactées par la CPAM. Il y a des personnes qui possèdent tout simplement pas de téléphone et puis il y avait la barrière de la langue. Donc, tout le contact tracing autour d'une situation était parfois de façon importante, assez ralenti. Ça apportait aussi sur la possibilité d'isolement strict en cas d'infection à Covid-19. Donc, comme on l'a dit, par absence de logement ou les personnes qui vivent dans des collectifs et qui n'ont pas la possibilité d'avoir une pièce isolée pour pouvoir se protéger et protéger les autres. Et puis, la possibilité d'alerter rapidement si jamais il y a une aggravation de son état de santé lié à l'infection Covid-19, des problèmes pour appeler le 15 à cause de la barrière de la langue, une peur de la stigmatisation au sein de communautés, des communautés, des personnes qui ne vont pas forcément signaler qu'elles pourraient avoir des symptômes en rapport avec le Covid-19 par peur d'être stigmatisées, d'être un peu mis au dehors de la communauté. Peur de l'autorité pour des personnes qui sont en situation irrégulière ou qui n'avaient pas l'attestation quand c'était nécessaire et qui n'allaient pas consulter par peur de prendre une amende ou qui étaient en situation irrégulière et donc peur d'être contrôlés. Et puis, voilà, globalement. Donc ça, c'était un peu les premières choses très concrètes sur ce qui était difficile. Et donc, je laisse la place à Ronan pour l'impact réel qu'on a pu observer. Oui, parce que au-delà de tous ces aspects qui sont d'abord sanitaires, comme cette crise, de par notre expérience, on a également relevé un impact sur des dimensions un petit peu plus larges que juste la gestion de la question du coronavirus. Notamment d'abord l'impact sur un petit peu la responsabilité civile, citoyenne et le rapport à autrui. Dans la population générale, la responsabilisation individuelle et citoyenne face à cette pandémie et la prise de conscience de l'enjeu de santé publique n'est déjà pas forcément évidente. Il en est de même pour les personnes en situation de précarité. Mais toutes ces notions-là sont d'autant plus éprouvées. Comme on le disait, ces personnes étant confrontées à des problématiques de vie parfois plus grandes que la gestion de la pandémie au Covid-19, étant aussi davantage dépendantes du système sur l'accès au logement, l'hébergement d'urgence notamment. Tout ça faisait qu'à cause de cette situation sociale complexe, la sensation de subir des décisions prises par les institutions dont elles dépendent sans pouvoir y adhérer pleinement, et cette sensation-là était majorée. Ça a pu entraîner une certaine, parfois, passivité dans la participation citoyenne à la gestion des événements liés au Covid-19, entre guillemets, on n'avait pas vraiment le choix d'y participer ou pas, c'était un petit peu subi. De plus, au sein des collectivités, un traitement différent des mesures préconisées autour du Covid-19 par les résidents, ça favorise pas mal l'incompréhension de ces mesures et une désadhésion, un abandon des efforts qui sont demandés. Le fait de voir des gens respecter différemment, voire très peu, les mesures fait se dire que finalement, pourquoi s'embêter à le faire quand on voit qu'à côté, c'est pas fait. Et enfin, chez certaines personnes en situation de précarité, l'accès à l'information étant souvent altéré par barrière de la langue, par accès aux médias, à Internet un peu plus limité, limite aussi cet accès à qu'est-ce que ça représente, la responsabilité
citoyennes vis-à-vis de cette épidémie. Donc, tout ça fait que certaines des mesures peuvent apparaître complètement incohérentes finalement parce que tout simplement, c'est difficile de les comprendre. On n'a pas le temps d'explorer assez pour les comprendre. Donc, au-delà de cet impact-là, il y avait aussi bien sûr un impact sur la santé physique. On l'a déjà souligné, les populations précaires sont davantage exposées aux infections à Covid-19 par un moindre accès aux mesures de protection. Elles ont un état de santé qui est déjà fragilisé par les conditions de vie à la rue qui sont difficiles, une mauvaise hygiène de vie, un accès inconstant à des ressources alimentaires, des retards aussi, surtout de prise en charge pour toutes les pathologies non Covid-19. On voit tellement de ruptures de soins, de patients perdus de vue, de non-adhésion au système de santé. Voilà, tout ça a contribué à altérer la santé physique et aussi un impact sur la santé mentale, hein, bien sûr, avec les situations anxiogènes générées par l'entrée en crise de surpoids lorsqu'on est sans logement, accroissement du sentiment d'isolement, d'exclusion, lorsque toutes les structures d'accueil de jour ont fermé, plus de ressources de repos, plus de ressources d'accès à l'hygiène, de boissons chaudes, de conseils professionnels au niveau médico-social, au droit, au juridique. La vie extérieure étant complètement arrêtée au premier confinement, toutes les personnes qui avaient un logement ont pu s'isoler chez elles. Les médias véhiculent l'idée protégez-vous et protégez les autres, restez chez vous, nous sommes en guerre. Et pour s'en sortir, il semblait donc qu'il fallait avoir un chez-soi. Et à partir de là, c'était compliqué de prendre des mesures. Donc tout ça a participé à un sentiment de désinsertion, d'être mis à part et inconsidéré dans la participation à l'effort national. Et bon, bien sûr, après, au-delà de la santé mentale, sur les problématiques sociales qui étaient déjà existantes, comme on l'imagine, ça n'a fait que accentuer les ruptures de droit à l'assurance maladie, le ralentissement des procédures administratives et voilà, toutes les pauses qu'il y a eu sur les démarches administratives et sociales en cours n'ont pas permis d'améliorer la situation de chacune de ces personnes. Je vois que nous faisons signe que je pense que le temps qui nous est imparti est écoulé. Je pense qu'on a abordé la majorité des choses. On avait quelques exemples un peu plus spécifiques sur les petites squats et bidonvilles et les structures qu'on abordait, mais c'est en tout cas pour les généralités, je pense que nous avons fait le tour. Donc voilà, la gestion de cette crise nous a fait réaliser l'importance qu'il y avait à prendre soin des personnes cumulant toutes ces vulnérabilités, car c'était un véritable enjeu de santé publique. Que cette situation en contexte épidémique pouvait devenir très grave pour les personnes qui ne disposaient pas de logement stable. À travers tout ce que nous avons essayé d'illustrer un petit peu, nous retenions l'idée que l'impact de la crise sur les personnes en situation de précarité, au travers de notre expérience, c'est que ça accroît véritablement les inégalités de santé, plus généralement les inégalités sociales, dans tous les degrés de la précarité. Et voilà un petit peu pour est-ce que tu avais quelque chose à ajouter, peut-être sur les petits points positifs en une phrase? Les points positifs, c'est qu'il y a une prise de conscience quand même assez collective et parfois politique, voilà, qui ont permis de développer les actions d'aller vers et développer un peu le réseau précarité, avec voilà, le développement de partenariats très forts entre les dispositifs du droit commun et les associations. Donc ça, c'est assez positif parce qu'on a pu voilà, prendre conscience qu'on était un petit peu aussi tous concernés par cette crise et qu'il fallait voilà, qu'il y ait de la solidarité nationale voilà, pour chaque tranche de la population pour pouvoir faire face à cette pandémie globalement. Merci. D'autres attentions? Merci beaucoup, messieurs, pour l'intervention sur les passes mobiles. Hein. C'était un sujet qu'on discute au niveau du CHU et du comité des passes depuis des années, qui avait pris son essor il y a maintenant 3 à 4 ans, hein, et qui a trouvé, on a eu raison, hein, on a eu la confirmation avec cette crise que l'aller vers était absolument fondamental dans ce type de crise sanitaire. On a eu malheureusement raison, je dirais, une fois encore. Quelques commentaires qui vont venir, je pense. Je voulais insister sur 2 choses. La première, c'est que c'est la double peine pour ces personnes en situation de précarité. D'une part, en termes de prévention, comme vous l'avez très bien souligné, eh bien, on était face aux limites d'un sans-domicile,
de respecter les mesures barrières. Et puis d'autre part, ces personnes sont victimes d'un gradient social, comme on dit dans les pathologies, avec une exposition aux facteurs de risque qui faisait la gravité de la maladie, hein, obésité, hypertension, diabète, tout ça mal contrôlé. Et donc, d'une part, un risque de transmission plus accru et d'autre part, un risque de faire des formes graves plus accrues. Et si je dis ça, c'est parce que je suis hospitalier et que ce qu'on voyait à l'hôpital, évidemment, il y avait clairement un gradient social, hein, dans la pathologie Covid sévère, hein, et on avait des personnes en situation de précarité, effectivement, au bout de la chaîne, avec évidemment la complexité que vous avez évoquée, hein. Donc, ce qu'on appelle gradient social, c'est effectivement une surreprésentation, hein, parmi les populations en situation de précarité. Et pour finir, mon petit laïus, en attendant qu'il y ait des commentaires qui formulent, hein, pas plus tard, je me tourne vers Le Monde, mais non pas le planisphère que vous avez dans le dos, mais le journal de ce matin, hein, puisque vous avez Louis Mourin, qui le fondateur de l'Observatoire des inégalités, hein, qui publie dans Le Monde aujourd'hui le fait que les précaires, les fragiles ont été impactés par la crise. Et l'analyse, je vous engage à lire ce court article, hein, c'est qu'il n'y a pas une augmentation majeure des inégalités sociales grâce au système français et au quoi qu'il en coûte du gouvernement, mais par contre, ceux qui étaient déjà dans une situation de précarité, là, on a certainement vu se creuser les choses. Alors, sur le deuxième aspect, est-ce qu'il n'y en a pas eu en globalité une augmentation? Peut-être qu'on reverra les choses avec Stéphanie et Jérôme dans les autres présentations de la fin de matinée et du début d'après-midi. Je suis convaincu que ça, globalement, il y en a un peu plus quand même. Mais ce qui est sûr, c'est que ceux qui étaient déjà dans cette situation ont vu se creuser encore ce différentiel et qu'il faut les rattraper. Évidemment, les passes mobiles sont un outil, hein, mais c'est une réponse beaucoup plus large qu'il faut offrir à ces populations. Dans les petites questions, alors un commentaire d'abord, effectivement, vous avez souligné que les équipes étaient pluridisciplinaires. Il y a un petit regret parce qu'effectivement, il n'y a pas de représentation infirmière ou de travailleurs sociaux dans votre équipe ce matin, mais j'imagine qu'ils sont débordés par l'activité. Donc ça, c'est un petit commentaire, effectivement, qui est fait. Une question de Monsieur Henry, c'est de manière usuelle, où rencontrez-vous la diversité de ces populations précaires? J'ai un petit peu du mal à reformuler la question. Où rencontrons-nous, on va dire, c'est le point de la question principale, c'est la diversité. Oui, c'est ça. Quelle population avez-vous été amené à rencontrer finalement dans vos équipes mobiles? Est-ce que c'était des populations… Et peut-être les lieux d'intervention. Oui. Bon, c'est comme ça que je l'interprète aussi. Oui. Ouais, tout à fait. Alors déjà, des lieux d'intervention, des points de rassemblement temporaires liés à l'aide alimentaire ou à des endroits pour se reposer, des accueils de jour. Typiquement, on connaît les Restos du Cœur. Ça, c'est des acteurs qui sont assez reconnus, où on peut intervenir en permanence santé pour justement aller au contact, discuter, instaurer un premier lien avec les personnes qui sont présentes à ce moment-là. Des lieux d'accueil de jour, il en existe dans Bordeaux Centre, gérés par différents acteurs. Je pense au Caillot qui gère ce qu'on appelle la bagagerie autour de la place du Palais, où il y a des personnes qui peuvent accéder à une douche, à une bagagerie, poser des affaires, se reposer, avoir un café, de l'eau. Voilà. Avoir un petit milieu comme un chez-soi, avoir aussi une halte de jour qui est gérée par une autre association, Emmaüs, au niveau pas loin de la gare Saint-Jean. Ça, ce sont des exemples d'accueil de jour. Après, il y a les lieux d'hébergement, notamment. Donc, les lieux d'hébergement d'urgence gérés par le 115. Il y en a sur lesquels on intervient de façon régulière et pérenne. Le CAU Trégé, la halte 33, le CAU d'Omerck et d'autres où ça a pu être pérenne, ça l'est moins maintenant, le CAU du Pas, parce qu'il y a d'autres partenaires PASS à la rive droite qui peuvent aussi aider, qui s'en occupent.
et le CAU, l'EID, géré par le CCAS, et sur lequel il y a sur place un service de soins de santé, les LIAP de soins de santé, et qui s'occupe un petit peu, mine de rien, de la coordination des soins à ce niveau-là, donc sur lesquels on intervient un peu moins. Et qu'avons-nous oublié en termes de lieu de permanence santé? Le foyer fraternel, que personnellement, je n'ai jamais participé à une permanence sur place, qui sont plutôt des lieux aussi d'accueil de jour, de repos, où viennent certaines populations et où les permanences infirmières se tiennent. Et après, effectivement, il y a tout ce qui est squat et bidonville. Et du coup, pour les interventions, surtout liées au coronavirus, et puis après, initialement, c'était un peu sur notification, et puis petit à petit, il y a certains sites où on allait régulièrement aussi pour pouvoir, en fait, quand on était confronté à des situations de Covid, on répondait aux demandes, mais on répondait aussi à d'autres demandes qui étaient liées à la santé en général et aux droits sociaux. Et du coup, il y a des lieux où on a été amené à revenir régulièrement. Et donc, des squats ou des bidonvilles sur Bordeaux, il y a par exemple un grand bidonville de communautés roms, bulgares et roumains qui est sur Cracovie, qui est pas loin de la place Ravzi. Il y avait des squats qui sont malheureusement actuellement, qui ont été expulsés depuis, mais il y avait un grand squat à Senon qui s'appelait la Zone Libre, où il y avait beaucoup de communautés mixtes qui vivaient ensemble. Très, très bien. C'était à la fois des communautés géorgiennes, des communautés maghrébines, africaines. Enfin, c'était très, très mixte. Voilà, il y a plusieurs autres bidonvilles. On va sur Villeneuve-d'Ornon, au petit chemin de l'Errand, où il y a des Roms roumains aussi qui sont là-bas depuis 3-4 ans. Et puis voilà, après, sur les interventions liées au Covid au sein de structures, on pouvait intervenir aussi dans des centres d'accueil de demandeurs d'asile, sur des CHRS, sur des Prada ou des choses comme ça. Merci. Deux commentaires, d'abord de Elsa Jugy. Donc, à noter que la région Nouvelle-Aquitaine est avant-gardiste dans l'accompagnement et la mise en œuvre de la mobilité des passes de son territoire, et qui est quelque chose de toujours très disparate au niveau national, hein. Effectivement, il faut souligner que cette passe mobile existe, mais que ce n'est pas le cas sur l'ensemble du territoire, hein. Je souscris tout à fait à ce commentaire. Et un commentaire de Clio Sanders: au-delà de l'accroissement des inégalités sociales, je pense que c'est en réponse à mon commentaire, c'est probablement la violence vécue de la gestion de crise qui a eu un fort impact sur les populations qui étaient déjà en situation de précarité. Et elle cite l'exemple des clusters dans les CAU du 115. Effectivement, il y a eu également, je pense, de la stigmatisation par rapport à ça et au fait de ne pas respecter les gestes barrières, hein. Bien sûr. Et Clio parle en connaissance de cause. Elle fait partie de l'équipe de la passe mobile, hein, et également suit le DU Santé Précarité. Donc, merci de ton commentaire, hein, Clio. Et bien sûr que les clusters en centre d'hébergement, qui sont des lieux de rassemblement de populations très, très multiples, avec pareil beaucoup de langues de nationalités représentées, très collectives, et où c'est pas forcément des conditions d'accueil qui sont toujours bien vécues, hein, peu importe les raisons, mais où déjà la situation fait que les personnes sont dans une disposition mentale qui est parfois moyenne, enfin assez hétérogène. Le fait d'arriver, de faire du diagnostic de masse, de mettre en place des isolements et de dire à tout le monde, oui, là, à partir de maintenant, ça va être soit un isolement dans ce centre collectif avec assurer, bien sûr, les repas, le logement, etc. Mais en contrepartie, on s'isole, donc on n'a plus le droit de sortir, faire ses affaires. Et du coup, dans ces gros lieux un petit peu parfois tendus, effectivement, il y a une certaine violence qui s'en dégage. Et nos principaux exemples récents au foyer Trégé, qui compte une centaine de places, où il y a eu presque 4 semaines, je crois, d'isolement suite à un cluster. On avait eu 30-35 cas qu'on a diagnostiqués successivement. Et au début, il y a 100 personnes plus une cinquantaine de cas contacts concernés. À la fin, il reste 50-40 personnes. Tout le monde
préfèrent à la limite rompre la règle et parfois s'en aller à la rue plutôt que de rester sur place, quoi. Sinon, ça peut devenir compliqué. Donc oui, c'est une illustration de ce phénomène, je pense. Un commentaire de Cécile, et je vois que Marie-Thérèse a allumé sa caméra. Est-ce que d'abord vous avez vu une évolution, Cécile D qui demande si vous avez vu une évolution de la population rencontrée, je pense sur la période entre mars 2020 et actuellement, familles monoparentales, personnes âgées, justement les étudiants dont on a parlé. Est-ce qu'il y a eu une évolution des publics rencontrés dans ces foyers, ces structures d'hébergement, ou est-ce que finalement on était dans une assez grande constance? De notre point de vue, je partage le point de vue de mon collègue. On n'a pas forcément l'impression de voir une évolution dans les foyers d'hébergement 115 qui sont un petit peu la première strate pour tout le maillage de l'hébergement social autour de l'urgence, sont vraiment la première couche. Voilà, c'est des hébergements qui sont très temporaires, qui sont en général d'une durée de 10-15 jours, reconductibles parfois une fois, avec une demande qui est beaucoup plus importante que le nombre de places, donc un turnover là-dedans. Donc, c'est des gens qui alternent la rue, les centres d'hébergement d'urgence. Donc, voilà, on a une couche de population très, très précaire, très vulnérable. Et on n'a pas senti, enfin, moi, je n'ai pas vraiment constaté une évolution particulière depuis le début de la pandémie. La seule évolution, moi, que je noterais sur les gens qu'on rencontre, peut-être autour de la demande d'asile, parce qu'il y a des gens qu'on voit beaucoup à la rue ou en passe fixe. Il y a eu forcément un moment moins d'arrivées sur le pays dû aux fermetures des frontières. Et du coup, certaines communautés qui ont été moins représentées. Mais c'est tout ce que je retiens dans l'évolution, personnellement. Marie-Thérèse? Oui, en tout cas, merci beaucoup pour votre intervention. Toujours aussi riche de voir ce travail de la PAS. Ce que je retiens de vos conclusions, en tout cas l'une d'entre elles, c'est le bénéfice que vous avez retiré de travailler, enfin, ou en tout cas de développer encore plus le réseau entre les institutions et les associations. J'avais juste une question. Êtes-vous en train de travailler à des outils partagés numérisés de façon à ce que ces personnes en précarité n'aient pas chaque fois qu'elles passent, soit institutionnellement, soit de manière associative auprès de toutes ces personnes qui travaillent auprès d'elles, à raconter leur histoire encore et encore. Voilà, c'était peut-être un rêve d'avoir un outil partagé entre institutions et associations. Ouais, c'est vrai que Où en êtes-vous? je dirais que c'est effectivement plus proche du projet, d'une idée qui est bien sûr très intéressante et prioritaire. Nous, on constate tous les jours une rupture dans la circulation de l'information, même entre des partenaires qui se connaissent bien, alors que pourtant on fait un temps de coordination. Une grosse partie de notre travail consiste à récupérer, donner des informations, bien sûr, à tous les intervenants autour d'une personne. Et bien sûr, il y a des manquements. À ce niveau-là, on a eu quelques pistes pour mettre en place certains outils. Je pense à la plateforme Globule qui est menée par l'ARS et que certains de nos partenaires utilisent en tant que logiciel métier auquel on a été formé, mais qui pose d'autres soucis. Par exemple, nous, ce n'est pas notre logiciel métier, donc ça, est-ce que c'est un gain de temps vraiment pour les équipes à ce moment-là de l'utiliser? Il faut aussi quand même bien cadrer ça, ce partage d'informations numérisées auprès des patients, et des fois avec la valeur de la langue et puis même avec nos propres compétences en ce que c'est que le droit à l'information et le secret médical, c'est parfois difficile d'aborder ce sujet-là pour pas faire de bêtises et de mettre en place une boîte d'informations sur des données d'une personne qui pourrait être accessible n'importe comment. Et pour l'instant, c'est pas un travail qui est pour l'instant mis en
en pratique, on n'a pas les outils là sous la main pour faire ça. Donc, on fonctionne un petit peu avec des moyens un peu plus conventionnels, échange mail, téléphonique ou en visu. Voilà. Je sais pas si vous avez d'autres. Merci. C'est un vrai sujet, hein. C'est un vrai sujet, je pense, et sur lequel, je pense, on pourrait se faire aider aujourd'hui. Il y a clairement des outils à disposition, adaptés ou non de Paco Globule, effectivement. Il y a un commentaire. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des aspects positifs sur vos actions via la crise sanitaire pour la suite des prises en charge santé de cette population cible? Ou à l'inverse, l'aspect punitif qui a pu être perçu par l'isolement de ces personnes qui repartaient à la rue pourrait garder des consonances négatives sur ce que vous avez mis en place? C'est-à-dire… En fait, ce qu'on disait, donc ce qui a été assez intéressant avec les interventions liées au coronavirus, c'est qu'on a été amené à rencontrer des populations qu'on ne rencontrait pas antérieurement et qui, au décours de ces interventions, malgré les questions de Covid, nous présentaient d'autres problématiques de santé. Et du coup, on a pu s'y confronter et essayer de proposer aussi des prises en charge au-delà de la question du coronavirus. Et donc, on a pu créer un peu de lien auprès de certaines populations, notamment les communautés roms. Et puis, l'avantage qu'on a eu avec le renforcement humain qu'il y a eu alloué par l'ARS, c'est qu'on a eu beaucoup plus de temps disponible et que parfois, sur les ventres mous un peu de l'épidémie, on a pu continuer de développer un peu nos missions d'aller vers et de rencontre des populations régulièrement, de créer un lien par des actions répétées. Il y a des sites où on va de façon hebdomadaire ou toutes les 2 semaines environ, et ça permet que maintenant on est vraiment très présent auprès de certaines populations sur un rôle qui était peut-être davantage assuré antérieurement par la mission squad de Médecins du Monde. Et donc, on assure un suivi pour ces populations. Médecins du Monde a pu se désengager sur certains lieux. Donc ça, c'est assez positif. Quand on est confronté à des situations de cluster où on est un peu le service décisionnaire sur, par exemple, une prolongation d'isolement d'un cluster ou des choses comme ça, c'est vrai que ça peut être vécu très difficilement par les patients, mais c'est finalement, malgré tout, assez compris. Et au décours, on n'a jamais véritablement eu de situation qui amenait à des ruptures de soins ou des ruptures de liens qu'on avait pu créer antérieurement. Donc, l'aspect bénéfice est vraiment bénéfique et largement majoritaire. Oui, c'est vrai que je suis complètement d'accord sur le contact créé avec beaucoup de populations. Ce premier lien, en fait, ce premier travail, il est rentable, hein, parce qu'après, une fois que le lien est créé, la rupture se fait pas si facilement. Bien sûr qu'on a des perdus de vue, énormément. On travaille avec des populations qui ont des problèmes complexes. Et voilà, mais on a quand même pas mal de succès là-dedans. Autre point positif de notre point de vue, le lien avec les partenaires a explosé. En fait, on a pu mettre en place plein de collaborations à différents degrés, chose qu'on avait déjà un petit peu auparavant. Et bien sûr, sur l'activité en mobilité, c'est un des axes indispensables à travailler tout seul dans ce domaine-là. On a besoin des compétences de tout le monde. Et ça, c'est énorme, vraiment, ce que je retiens, moi, en ayant vu l'avant et l'après. Du point de vue des populations, j'avais l'impression que la question concernait quand même le point de vue des populations sur leur rapport peut-être au système de soins. C'est difficile à dire. Bien sûr, on a vu beaucoup plus de pensées autour du complot, mais des choses qui existaient déjà, hein, finalement. Et on a rencontré des personnes avec qui ce n'était pas forcément envisageable de parler, de raisonner autour de ça. Et on a beaucoup de rejets, hein, de ces discours et de ces actions autour de la prévention du coronavirus. Donc, il y a certainement eu un petit peu de tension créée à ce niveau-là. Mais après, pour le reste, je peux difficilement parler à la place des gens. En tout cas, je ne vois pas d'autres
remarque à faire. J'avais juste une petite précision éventuellement, c'est que si on prend la situation de situation Covid-19 pour des publics en bidonville, sur les lieux où on intervient régulièrement à présent, la gestion en fait de ces situations, elle était mieux comprise et elle était mieux respectée et on permettait de mieux prendre en charge les patients et les clusters que sur les lieux où on n'intervenait pas régulièrement, qui étaient un petit peu naïfs un peu de l'hôpital et où là on était davantage confronté à voilà, des idées un peu de complot et du rejet un peu du système hospitalier et des prises en charge qu'on pouvait proposer, surtout même parfois dans des situations où la présentation médicale était alarmante. On a déjà eu des refus de prise en charge hospitalière chez les patients qui pouvaient présenter un état de détresse respiratoire. Et c'était sur des lieux où on n'intervenait pas forcément. Alors que sur des lieux où on intervenait de façon répétée, où on avait pu créer du lien, on voyait que finalement les situations elles étaient beaucoup mieux gérées et mieux comprises. Merci beaucoup. On voit bien les partenariats, là, c'est un point extrêmement positif à cette crise, malheureusement, j'allais dire. Si on se tourne vers le futur, vous l'avez abordé, le futur, c'est la vaccination, c'est la promotion de la santé. Comment vous voyez les choses? Là, j'ai compris à travers le petit laïus que vous avez fait à ce propos que c'était quand même pas facile. Quelle est la proportion de personnes que vous avez cité 8 sur 24 ou enfin, des effectifs qui restent minimes par rapport aux populations rencontrées? Comment vous voyez les choses pour implémenter cette vaccination à plus large échelle? Est-ce que c'est possible? Dans quel délai? Quels moyens supplémentaires? J'aimerais votre avis là-dessus. C'est compliqué comme question. En 3 minutes en plus. C'est vrai que c'est pas simple et puis il y a vraiment un peu deux types de populations à différencier pour la question de la vaccination. Pour les populations qu'on rencontre en permanence de santé, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des permanences de consultes prévaccinales où on se déplace pour l'instant, on se concentre sur les centres d'accueil d'urgence. On se déplace voilà, quand les personnes arrivent le soir pour proposer des consultations prévaccinales et faire de l'information, donner accès en fait à l'information autour de la vaccination pour ces populations en mettant à disposition la possibilité d'être vacciné rapidement parce qu'on a des créneaux, on a une ligne de vaccination passe à l'hôpital à Saint-André. Donc en fait, 2-3 jours avant, on fait des consultations prévaccinales et on essaie de saisir et de faire de l'information pour pouvoir voilà, capter un maximum de personnes qui pourraient être intéressées. En effet, en mobilité, on arrive à capter beaucoup plus de personnes si on vaccine en mobilité que si on vaccine simplement à l'hôpital. Mais pour l'instant, on a encore beaucoup de personnes à vacciner qui peuvent se déplacer, qui peuvent venir nous voir directement dans les murs de l'hôpital. Et comme ça demande énormément de gestion, de mise en place pour la vaccination en mobilité, on préfère cadrer tout ce qu'il y a à faire à l'hôpital. Et une fois qu'on verra qu'on arrive à saturation, qu'on n'a plus tellement de publics qui sont intéressés, qui se déplacent, à ce moment-là, on concentrera plus nos missions de mobilité. Et pour les populations en squat et bidonville, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues et que voilà, on se déplace sur les lieux de vie et c'est compliqué. Il faut vraiment bien amener la question de la vaccination et essayer de retravailler selon leur représentation un peu de la vaccination. Donc en fait, chaque sortie va être l'occasion d'aborder le sujet pour essayer d'impulser une petite graine, faire réfléchir. Et de voir un peu s'il y a une évolution dans les schémas de pensée autour de tout ça. Mais pour l'instant, ce qu'on pourrait remarquer, le levier qui est perçu comme positif à la vaccination, ça va être la protéger. Et ce n'est pas véritablement la vaccination elle-même et le bénéfice sur la protection individuelle et la protection des autres personnes. Mais voilà, c'est assez long et on sent que voilà, il y a des idées reçues qui sont assez ancrées, chronicisées et que c'est difficile de pouvoir les lever rapidement. Vous percevez une évolution quand même dans la pensée là, depuis 6 mois que la vaccination est implémentée? Simplement sur la possibilité de pouvoir voyager. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Oui, je suis assez d'accord. Nous, on a l'impression que ça se débloque en ce moment, mais parce que ça fait plusieurs mois qu'on est présent dans les centres d'hébergement ou dans d'autres endroits, dans les squats, pour essayer d'en parler. Donc, quelque part, on a l'impression d'avoir des succès un peu plus faciles. Aussi, maintenant, on peut proposer à tous les adultes,
une certaine période, sélectionné des personnes très, très précaires de plus de 55 ans, pour dire qu'il n'y en avait pas tant que ça, et dans le lot, il y en avait beaucoup qui n'avaient pas envie de se faire vacciner. Donc là, mécaniquement, on a plus de monde, mais non plus, je ne perçois pas trop d'évolution, à part ce qu'a dit mon collègue. Merci. On va laisser le mot de la fin à Clio qui dit, enfin à propos, je pense, du commentaire précédent, de la discussion précédente, la vaccination, c'est toute l'ambivalence de nos actions et ça peut nous atteindre en tant que soignants, mais ça nous impose également de travailler le lien, d'autant plus et généralement qu'il est maintenu et vous avez bien fait ressortir quand même que là, vous aviez établi des choses dont on espère qu'elles sont solides finalement dans le lien vers les usagers et le lien vers aussi les partenariats institutionnels qui se sont consolidés autour de cette crise. C'est en tout cas tout ce qu'on peut espérer de mieux. Monsieur Salmi, l'horloge a frappé là, c'est ça hein, donc... Exactement, oui. Et nos intervenantes sont présentes déjà. On va vous Donc, remercier. Merci beaucoup. Merci à vous. D'être très riche une fois de plus. Et de transmettre nos remerciements à l'ensemble des membres des PASS parce qu'il y a vraiment eu des actions extraordinaires hein, au sens littéral du terme des PASS comme beaucoup d'autres structures. Mais je crois que là, on a trouvé aujourd'hui, elles ont été mises en danger ces PASS hein, dans les 10 dernières années. Hein. Pourquoi pas le retour vers le droit commun? Pourquoi maintenir ces PASS hein. Je crois qu'elles ont trouvé aujourd'hui leur raison d'être hein, à part entière et donc on va pouvoir continuer à construire et à élaborer la structuration de ces PASS et peut-être que demain on aura un outil informatique. Marie-Thérèse, on en parle souvent, cet outil qui vous permettra aussi de faire le lien entre les différentes structures à propos d'une même personne. Merci beaucoup à tous les deux.